Bonjour et bienvenue à l'épisode 203 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Nous vous avons proposé des éléments clés à retenir de nos 200 podcasts précédents en ce qui concerne l'agilité à l'épisode 200 et en ce qui concerne la stratégie et l'innovation à l'épisode 201. Dans cet épisode, nous vous proposons d'explorer ensemble ce qu'il faut retenir de l'action stratégique. L'action stratégique, où commence la mise en œuvre, où se termine l'analyse? Quelles en sont les composantes de cette mise en œuvre? L'action stratégique implique des notions de gestion de projet, de changement des organisations ou d'accompagnement du changement, de communication et d'adaptation continue. En management de projet, on a souvent recours à ce qu'on appelle un kick-off meeting. En exécution stratégique, est-ce que ça existe? Est-ce nécessaire? Et si Denis Schneider nous disait à l'épisode 81 qu'il n'y a pas de projet sans changement et pas de changement sans projet, peut-on faire le syllogisme facile et dire qu'il n'y peut pas y avoir de stratégie sans projet ni changement? Passons en revue ce qui nous a marqué pour faire le point sur ces sujets et examiner le chemin qui nous reste à parcourir ensemble pour pouvoir continuer à améliorer votre capacité d'action stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Jean-François. Éric, tu disais à l'épisode 201 que la planification stratégique, ce n'est pas la stratégie. Mais pourquoi est-ce qu'on parle tant de planification stratégique? À brûle pour point, est-ce que tu as une réponse à cette question-là? Je pense que la notion de planification stratégique est beaucoup insérée dans un cycle de planification annuel. Les gens planifient le budget, planifient leurs priorités de l'année. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a une réflexion sur la stratégie de l'organisation. Je pense que c'est un des éléments clés qu'on essaie de verbaliser à travers les différents épisodes qu'on a eus depuis le début. Il y a une distinction entre les deux. On espère qu'il y a un lien très fort dans beaucoup d'organisations, mais ça ne veut pas dire qu'il est présent. Donc, c'est pour ça qu'on fait souvent la distinction entre stratégie et planification stratégique. Oui, donc c'est lié à notre entretien de performance et c'est à ce moment-là que peut-être les objectifs qu'on va poursuivre au cours des 12, disons 12, au lieu de 3 ou 6 ou 18, enfin peu importe, 12 prochains mois, c'est là que ça va tomber. Donc, revenons à cette notion-là de planification, donc planification stratégique. Donc, quand on entend le mot planification, ça doit donc dire qu'il doit y avoir un projet. Et s'il y a du projet, forcément, il y a aussi de l'accompagnement du changement dans la mise en œuvre stratégique. Et aussi, quand on parle de projet, bien, on parle de cycle de vie de ceux-ci. Donc, on parle de l'idée de projet, l'avant-projet, sa planification, son exécution et son usage, sa mise en usage ou son transfert aux opérations, par exemple. Et ce qui change, c'est souvent la durée de chevauchement entre ces différentes phases ou différentes étapes, enfin, peu importe le modèle qu'on peut choisir. Mais grosso modo, quand on parle de planification stratégique, ça reste du ressort du management dit prédictif. Donc, que ce soit imposé ou négocié, c'est toujours plus efficace, ce management planificatif ou prédictif. C'est plus efficace quand on est près des compétences clés de l'organisation ou de l'entreprise ou encore dans un environnement qui est bien connu. Alors, quand on dit qu'on va s'éloigner de tout ça ou si on s'éloigne de tout ça à l'insu de notre plein gré, personne ne nous a parlé non plus d'agilité stratégique. Même si Mintzberg, à l'épisode 188, parlait de strategic thinking, strategic seeing, strategic doing, mais sans nécessairement les mettre dans un ordre particulier, si tu te souviens bien. Donc, en période d'incertitude, les modèles nous diraient de passer à quelque chose de plus agile, donc dans un régime plus itératif et incrémental, d'exécution stratégique ou de mise en œuvre de notre stratégie. Claude Aymon, par exemple, nous disait à l'épisode 182 de raccourcir la durée des boucles ou la durée des projets à la durée de certitude. Aujourd'hui,
la durée de certitude peut être très, très courte. Elle peut se rallonger ou pas au cours des prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Enfin, on verra bien. Et ces boucles-là, bien, quelles sont-elles? Deming nous dit, ça s'appelle Plan, Do, Check, Act. Le Six Sigma, lui, va nous dire Define, Measure, Analyze, Improve, Control. C'était le mantra de Véronica Marquez au tout début de nos podcasts, où on est revenu un peu là-dessus avec Olivier Fichet à l'épisode 131. Ça nous amène à se poser quelques questions. La première question, c'est quelle est la durée de cette boucle itérative en agilité stratégique? On ne peut pas nécessairement se maintenir justement à cette période de certitude. En ce moment, aujourd'hui, elle est proche de zéro. Est-ce que le management stratégique doit lui aussi être visuel? L'importance, on a parlé beaucoup de l'importance du management visuel. Evan Haycock nous parlait de transparence ou de sécurité psychologique. Et puis, finalement, quelles sont les méthodes ou les approches d'accompagnement du changement utilisées pour des projets de mise en œuvre stratégique? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Ce sont des questions que je lance auxquelles, bien entendu, je ne m'attends pas à ce que tu aies toujours la bonne ou la réponse précise, mais ce sont des questions que je vais poser à nos interviewés au cours des prochains mois de l'année qui s'en vient. Mais toi, ces questions-là, qu'est-ce qu'elles te disent? Comment ça t'interpelle? Ça me ramène à l'épisode 144, où est-ce qu'on a parlé d'alignement stratégique et de planification des priorités. Donc, faire ce lien-là que je parlais au tout début, et je pense qu'il reste extrêmement important, ce qui nous permet de faire en sorte que la réalité du terrain correspond avec l'alignement et surtout la direction qu'on veut avoir pour l'organisation. C'est un fait, il y a beaucoup d'incertitudes, encore plus aujourd'hui qu'avant, d'où l'importance d'avoir cette boucle itérative que tu mentionnais. Donc, première des choses, est-ce qu'on peut parler d'abord et avant tout d'une planification des priorités? C'est le lien que je mentionnais entre stratégie et planification stratégique. Le deuxième élément, est-ce que l'organisation est bel et bien aligné sur ces priorités-là. Donc, on comprendra dans le cheminement déjà que je pose, c'est qu'on vise tranquillement à faire en sorte que l'action stratégique soit alignée sur les choix de la stratégie, bien évidemment, et qui permet de faire surtout en sorte de porter un regard par les boucles itératives, ce que tu parles, moi j'appelle ça des rencontres de gestion, une routine de gestion stratégique, qui nous permettent de revoir la pertinence des choix de la stratégie et des différents choix à la lumière de l'action terrain. Est-ce que les conditions, quand je l'ai mentionné souvent dans différents épisodes, quand on parlait des conditions de succès, est-ce que ces conditions-là changent? Est-ce que l'environnement change? Et quels sont les choix qui sont remis en cause par le fait même? Donc, cette gestion stratégique devient de plus en plus dynamique et fait en sorte que cette réflexion-là prend place à différents moments de l'année. Ces boucles itératives, selon le degré de certitude, selon les enjeux, selon le type d'industrie, peuvent être relativement différentes. Mais ce que j'aime bien voir prendre place, c'est que au moins une fois par mois, exemple dans les comités de gestion, on se pose ces questions-là, autres que juste les questions opérationnelles, qu'à chaque trimestre, qu'on en profite pour remettre sur la table les différentes priorités et qu'on fait un tour d'horizon, à savoir lesquelles doivent être transformées, lesquelles ont été réalisées, quelles sont les nouvelles pour le prochain trimestre. Et c'est ce qui amène justement cette notion de mise en œuvre quand on parle de planification, d'action stratégique, et toujours garder un regard sur la pertinence des choix de la stratégie. Cette pertinence et aussi cet œil sur où s'en vont les choix de nos clients. Aussi. Parce que nos clients sont eux aussi tout à fait impactés par ces incertitudes-là et vont voter, entre guillemets, vont choisir, vont faire des choix de dépenses ou d'investissement qui sont différents en fonction de ce climat au sens un peu plus large du terme. On a parlé dans ce premier, entre guillemets, chapitre de notre échange de questions de projet. Je vais revenir un peu sur ces questions-là d'accompagnement du changement. On en a fait beaucoup. On en a fait et on a parlé avec des gens qui sont très, très, très qualifiés en matière d'accompagnement du changement. Avec David Autissier, avec Jean-Michel Moutot, avec Christophe Desrumez, par exemple. Donc, qu'est-ce qui m'a marqué, moi, beaucoup dans ces questions-là? David nous dit beaucoup de choses, donc il revient sur cette historique de l'accompagnement du changement pour partir des années 80-90
On revient à Lewin, hein, unfreeze, move, refreeze, et aussi de Muscanter, hein, de cette courbe du changement, du fait que ce soit normal de résister au changement. Et surtout, nous parlait de changement instrumental à cette époque-là. Donc, il y a un projet, il faut accompagner le projet à travers 3 leviers, la communication, la formation, l'accompagnement. Il nous dit aussi que le modèle évolue à partir des années 2000, lorsque la plupart des entreprises décident ou voient la nécessité, ils comprennent la nécessité d'internaliser des capacités d'accompagner le changement de l'organisation. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est une chose qui est à peu près faite pour la plupart des grands groupes connus, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Kotter insiste aussi pour que les managers soient formés au moins à minima à la conduite du changement, car ils devraient pouvoir, sinon s'en charger, en être des relais importants. Ceux qui managent des équipes et ceux qui managent les managers de ces équipes-là sont des relais importants de ces changements-là qui découlent, qui, la plupart du temps, encore une fois, qui viennent de cette stratégie, qui viennent de ces ajustements stratégiques ou cette nouvelle formulation stratégique, peu importe, mais ça va découler, ça va descendre, et donc ces managers-là doivent être ce relais-là. Et qu'on trouve aussi aujourd'hui dans les entreprises ces compétences-là, dans les fonctions RH, dans les fonctions TI, ou dans la fonction, entre guillemets, stratégie, au sein de petits groupes de conseils internes ou dans des agents de changement qui sont dispersés au sein des différentes fonctions, mais qui sont souvent réunis au sein de communautés de pratique au sein de l'organisation. Et que depuis la fin des années 2000, donc depuis le début des années 2010, on voit arriver le changement plus collaboratif, plus itératif, parfois appelé changement agile, parce qu'on constate qu'il devient plus intéressant ou plus rapide ou plus efficace, plus efficient de faire construire les livrables du changement par les personnes qui sont concernées au premier chef. Ça a des effets collatéraux que moi, je pense aussi beaucoup plus importants, à savoir que quand on utilise ces approches-là, ça rapproche les acteurs de ces questions stratégiques. Donc, ça diffuse le discours stratégique dans l'organisation. Christophe Desrumez, à l'épisode 171, nous a dit ceci quand on parle de l'action et de l'impact stratégique du changement. Il nous dit que ça devient indispensable d'augmenter ou d'améliorer la capacité de réaction ou de changement de l'organisation, que la finalité de tout changement est de développer la capacité d'agir de l'organisation et sa capacité de répondre à son environnement. Autrement dit, que la finalité de tout changement est de développer la capacité d'exécution stratégique de l'organisation, si je peux me permettre ces paraphrases-là. Et puis, il nous dit finalement qu'on cherche à identifier des dispositifs qui peuvent augmenter cette caractéristique d'une organisation. Et il nous parle il fait référence au livre Neo Change qu'il a coécrit avec David Autissier, la méthode des attentes réciproques ou la méthode du récit qui vont dans ce sens-là. Et finalement, Jean-Michel Moutot, qui, à l'épisode 169, nous dit que l'amélioration et l'arrivée de nouvelles technologies va redonner de l'importance à ces questions de changement à travers l'organisation. Et que aussi tout le monde est d'accord pour dire que la capacité à changer d'une organisation, qui est un actif par définition immatériel, est stratégique. Donc, on peut même aller, en écoutant Jean-Michel Moutot, je vous encourage à réécouter Jean-Michel, ça peut nous amener à la limite de se dire, qu'est-ce qui est la poule, qu'est-ce qui est l'œuf? Donc, Schneider nous dit, il n'y a pas de changement sans projet, pas de projet sans changement. Moutot pourrait nous dire, si je le paraphrase gentiment, il n'y a pas de stratégie sans changement, il n'y a pas de changement sans stratégie. Bon, fin de la parenthèse, je ne veux pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit, mais c'est comme ça que je l'interprète. Et puis, finalement aussi, je veux faire référence à Antoine Marc à l'épisode 102, parce que amener à changer, c'est pas juste une question d'autorité, mais aussi une question d'influence, de pouvoir de conviction, et qu'il y a des trucs pour augmenter ces pouvoirs. Et Antoine nous parle du prisme BRAVE. Donc, BRAVE, c'est un acronyme un peu comme SMART pour les objectifs. BRAVE, B, Beliefs, les croyances, R pour Rituals, les rituels,
A pour les affiliations, V pour les valeurs et E, j'aime bien le E, Emotionally Significant Experiences, les expériences fortes. Hein? Donc, utiliser ce prisme-là nous permet d'éviter des conflits d'affiliation, permet aussi d'appréhender le pouvoir des mots qu'on utilise, et puis finalement qu'on peut l'utiliser pour analyser le discours des uns et des autres. Donc, regardons si quand on nous parle, est-ce qu'on fait appel à nos croyances, à nos rituels, à nos affiliations, à nos valeurs et à nos expériences fortes ou nos expériences importantes, encore une fois, dans le collectif, hein, pas nécessairement en tant qu'individu. Je ne sais pas si toutes ces questions-là de changement t'ont particulièrement inspiré, mais j'aimerais juste savoir ce que tu en penses de cette question-là d'accompagnement du changement par rapport à l'exécution ou la mise en œuvre de la stratégie. J'ai tendance à abonder dans le sens de Jean-Michel Moutot, dans la perspective que quand on parle de réflexion stratégique, de mise en œuvre, ça demande automatiquement une dynamique de avant et d'après. Pourquoi? Oui. Parce que on travaille sur les must-have capabilities, les activités clés, les ressources clés qu'on doit solidifier, cristalliser, développer. Et par définition, il y a un changement qui doit se faire. Il y a des ressources qui sont enlevées du côté gauche, qui sont déployées du côté droit. Il y a des secteurs de l'organisation qu'on veut renforcer. On a des secteurs qu'on veut développer. Il y a peut-être des secteurs sur lesquels on veut se délester. Tout ça amène des changements et on va en parler tout à l'heure. Il y a des façons de le piloter, il y a des façons de préparer l'organisation. Moi, une des choses que je retiens, et comme praticien aussi, parce que à quelque part on travaille avec les organisations, la notion de changement doit être intégrée aux pratiques d'affaires de l'organisation. J'aime bien quand tu parles que c'est une compétence clé, c'est une compétence autant qu'on doit maîtriser, mais c'est surtout une compétence clé qui nous aide à faire face aux transformations qu'on voit dans non seulement dans l'organisation, bien sûr, mais dans l'environnement, face à l'environnement concurrentiel. Si on a cette capacité-là d'absorber ce changement-là, et de pouvoir le mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on a moins de friction à travers les différentes parties prenantes de l'organisation, plus facile et surtout plus rapide va être la mise en œuvre. Et plus, évidemment, mieux cohésive et mieux coordonnée elle sera. Donc, pour moi, c'est un des éléments qui ressort de la trame narrative qu'on a à peu près à travers tous les invités qu'on a rencontrés, mais aussi à travers toutes les bonnes lectures qu'on a pu suggérer à travers les différents épisodes. Et justement, l'accompagnement du changement n'est pas là pour éliminer les résistances, mais faire passer plus rapidement, dimension temporelle, à travers ces phases de déni et de résistance, et surtout diminuer la diminution d'efficacité, d'efficience, de productivité qui est inévitable quand on est confronté au changement. On se questionne sur notre place. Enfin, on ne passera pas à travers tous ces éléments-là dans ce podcast-là. On y reviendra peut-être dans un autre, mais le but, c'est justement d'aller plus rapidement vers cette destination qu'on propose, que finalement, la stratégie nous propose. Donc, si on parle de changement, le troisième point dont je veux parler avec toi aujourd'hui, si on parle de changement, donc forcément, communication et formation sont au cœur de tout ça. Pourquoi? Communication pour informer les gens. Il n'y a pas que ça, mais il faut au moins, comme tu disais tout à l'heure, préparer. Donc, la communication peut nous aider justement à cette préparation-là, en expliquant le pourquoi, en justifiant le pourquoi et en expliquant les racines de ces ajustements stratégiques ou de cette nouvelle stratégie. Et l'autre, bien, c'est la formation. Pourquoi? Parce que l'individu, au niveau individuel, on peut se sentir moins compétent à faire quelque chose. Donc, on doit redonner des compétences pour que l'individu se sente apte à bien fonctionner dans ce nouvel environnement, dans ces nouvelles tâches-là, avec ces nouveaux outils-là, avec ces nouveaux interlocuteurs-là éventuellement. Donc, cette question de communication, bien, on en a beaucoup parlé avec Petra Eusel aux épisodes 74 et 114. Les deux choses qui reviennent très fort pour moi, c'est cette question-là. Pour les dirigeants qui veulent faire passer leur message stratégique, de développer une expression diplomate. Par exemple, elle nous aidait, parlait d'acronyme, le CPP. Donc, on a BRAVE, maintenant on a CPP. CPP, je constate, je pense que, et je propose que, ou je te propose que.
Et elle utilise un autre acronyme dans le deuxième podcast, dans le 114, FORCE, pour résumer 5 qualités de la communication d'un leader. F pour fermeté, savoir dire non, surtout dans les cultures à communication indirecte où le non est dit de manière implicite. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Le O pour ouverture, s'ouvrir à d'autres manières de faire, d'utiliser plusieurs référentiels ou d'autres cadres de référence pour accueillir l'autre dans sa différence. C'est surtout vrai dans nos entreprises et nos organisations qui sont de plus en plus diverses. R pour rigueur, surtout envers soi. Je dis ce que je fais ce que je dis, en termes de résultats ou d'excellence, mais il ne faut pas non plus excéder ou être excessif par rapport à la rigueur de ce qu'on attend des autres. Le C pour la cohérence et le E pour l'exemplarité. Savoir donner l'exemple, rechercher à s'améliorer. C'est faites ce que je fais, pas nécessairement ce que je dis, mais faites ce que je fais. Donc, c'est différentes façons de voir, de transformer sa communication ou sa façon de communiquer à travers ce prisme-là. On a aussi questionné Bernard Motulski sur les questions de leadership et de communication à l'épisode 184. Bernard Motulski, qui est un grand communicant devant l'Éternel. Bernard nous dit beaucoup de choses, mais il nous dit surtout que la multiplication des plateformes et des médias nous oblige comme organisation et comme individu à réfléchir à ce qu'on veut dire et comment le dire et ce qu'on veut faire ou ce qu'on fait. Donc, de penser message avant de penser média. Et c'est un des messages aussi que je passe quand on regarde les plans de communication sur l'accompagnement au changement ou même à l'intérieur d'un projet, entre guillemets, bête et méchant. Comment est-ce que je transmets ces messages-là? Comment est-ce que j'informe ou que je vais recueillir des informations? Plutôt que de penser aux médias en premier. Et finalement, qu'il y a aussi l'importance de mieux comprendre les perceptions et les attentes des différentes parties prenantes dans nos environnements et de tenter de nous y adapter. En changement, c'est fondamental. Les faits sont une chose, la réalité, c'est autre chose. La perception en est une autre. Et donc, ces questions-là de perception sont autant, sinon plus importantes que la réalité. En matière de formation, on a discuté avec plusieurs personnes du futur de la formation, de la place du présentiel, du distanciel dans les cursus. Les épisodes 159 avec Erwan Thomas et l'ingénierie pédagogique. On peut aussi revenir au 169 avec Jean-Michel Moutot, était très instructif à cet égard, en particulier quant à l'impact croissant des technologies sur les moyens de former les personnels, comme quoi tout ça est appelé à se transformer et à bouger très rapidement au cours des prochaines années. Donc, Erwan en premier qui nous dit qu'il y a des intelligences artificielle intéressante sur la génération de contenu. Il nous parle de Murph pour passer du texte à la voix, HeyGen pour permettre de créer de la vidéo, Articulate pour créer des environnements pour les apprenants, et lui qui consulte InnoReader, Obsidian et Readwise pour se tenir au courant de ce qui se passe dans ce domaine-là. Et Jean-Michel Moutot qui nous dit, lui, que les solutions technologiques vont venir à former directement les personnes, soit dans les outils informatiques qui font l'objet du changement ou qui créent du changement, ou soit les intelligences artificielles vont commencer à créer automatiquement des contenus de formation pour certains, entre guillemets, changements, disons, un peu plus simples ou un peu mieux bordés. Finalement, dernier point, c'est la gestion des connaissances. Quand on parle de formation, on parle de gestion des connaissances. Un autre actif immatériel de l'entreprise, peut-être encore un peu éloigné de la préoccupation immédiate de nos dirigeants. Elle est aussi, on l'a aussi traité en profondeur sur le podcast avec Jean-Louis Hermine à l'épisode 91, surtout pour nous rappeler l'impact stratégique des connaissances de l'entreprise, surtout à l'époque où les employés ont d'autres choix que de rester loyaux ou qui ont d'autres valeurs que la loyauté envers l'employeur. Et aussi aux épisodes 113 et 167 avec Alban Peleshko, l'innovateur et le start-upper, qui nous rappelle que la gestion et le partage des connaissances peut être un facteur important d'innovation et de productivité dans nos organisations. Éric, qu'est-ce que tu en dis? Je poursuivrai la réflexion en termes de qu'est-ce qu'on peut aussi se poser comme question additionnelle à la lumière de l'autre point que tu as mentionné tantôt quand tu parlais de gestion de changement. Alors pour moi, gestion de changement, développement des compétences et communication,
sont des éléments qui vont très, 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 très bien ensemble. Et la question que je me pose, c'est est-ce que la co-création n'est pas la meilleure forme d'éléments de gestion de changement, de communication et de formation? Et d'ailleurs, à l'épisode 202 avec Christina Ranberger, elle nous a présenté comment la co-création de la stratégie peut, au final, faciliter la mise en œuvre et surtout faciliter la collaboration active des différentes parties prenantes. Ça permet quoi? Ça permet de faire du sens plus rapidement. Ça permet à tous de maîtriser les différents leviers du changement et ça permet de mettre la table sur justement tous les éléments de développement des compétences, s'assurer que les éléments de gestion soient bien maîtrisés par les gestionnaires, les nouveaux éléments de stratégie soient bien maîtrisés par ceux-ci. Ça permet de faire en sorte que l'ensemble de l'équipe fasse du sens, d'où est-ce qu'on s'en va, et ultimement, limite la friction qu'il y aurait dans la transformation et il fait en sorte que ça accélère la mise en œuvre. Donc, pour moi, les deux derniers points sont intimement reliés. Compétences, formation, communication, changement, c'est tous des éléments qui vont ensemble. Le dernier point que je veux partager avec vous, c'est l'impact du numérique sur l'action ou la mise en œuvre stratégique. Bien qu'on n'en ait jamais discuté directement avec nos experts en matière de transformation numérique sur ce podcast, je pense en particulier à Matthew Cohen, on parle beaucoup de l'impact de ces transformations-là. On essaie de qualifier la réalité ou l'importance de certaines nouvelles technologies. Où est-ce qu'elles en sont dans leur cycle de vie? Est-ce que c'est quelque chose auquel on doit se confronter immédiatement ou au contraire garder un œil, mettre ça en veille et garder ça en veille pour le traiter un peu plus tard? Bon, c'est impossible ici de résumer tous les éléments discutés avec Matthew, mais quelques extraits utiles que je voudrais rappeler, qui m'ont, moi, personnellement marqué. Le premier point, c'est que la révolution numérique est surtout un ensemble de changements qui fusionnent. Et donc, Claude Aymon, toujours, qui nous dit, un paquet de petits changements, ça fait une transformation. Donc, la révolution numérique est une transformation. Après ça, on pourrait poser la question à David Autissier, est-ce que ça amène une mutation? Changement, transformation, mutation, c'est une question de quantité, de fréquence, d'intensité de changement. Mais c'est la révolution numérique, en elle-même, est source de transformation. Ensuite, qu'on voit pas encore d'impact stratégique important en ce qui concerne la blockchain, la réalité virtuelle, ni même pour l'intelligence artificielle à l'instant T d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des technologies auxquelles on doit s'intéresser et commencer à descendre la courbe d'apprentissage de ce qu'on peut faire avec ces technologies-là, mais stratégiquement parlant, en termes d'impact, on ne voit pas un impact majeur à ce stade-ci encore aujourd'hui. Ce qu'il voit, par contre, c'est que la cybersécurité est un élément crucial à adresser dans toute stratégie numérique. Quand on parle de stratégie d'affaires ou stratégie d'entreprise, la portion numérique ne peut jamais être très, très loin. Donc, effectivement, cette question-là de cybersécurité, de protection de nos données, de celles que nous générons, de celles que nous recueillons, devient un enjeu fondamental pour l'organisation, qu'elle soit privée ou publique, à but lucratif ou non. Et puis, il nous dit qu'un des buts de la transformation numérique, c'est de commencer à prendre conscience de l'importance de générer et d'utiliser des données. Et il va plus loin en disant en temps réel, si possible. Ensuite, protéger ces données et décider de combien de temps les conserver. Enfin, ça, c'est d'autres aspects qui vont venir ensemble. Et puis, son dernier point que j'ai en relisant ou en réécoutant les podcasts ou en relisant les notes de ces podcasts-là, il dit que les vrais gains viendront des efforts d'automatisation de processus. Ça revient à une discussion qu'on avait juste avant de commencer à discuter. C'est de la productivité, c'est de l'efficience, c'est de l'investissement dans des outils qui nous permettent d'augmenter notre productivité. C'est de la destruction créatrice. Donc, il y a des emplois qui passent de l'un et qui s'en vont vers l'autre. Bon, personnellement, pour le moment, je vois surtout la révolution numérique comme un élément à prendre en compte dans le processus stratégique, analyse, formulation, exécution, plutôt qu'une fin en soi, sauf
bien entendu, pour les disrupteurs, ceux qui sont en train de réinventer des modèles d'affaires à partir de nouvelles technologies ou des capacités offertes par des nouvelles technologies, ou qui amènent au marché une nouvelle proposition de valeur à l'aide de technologies en partant de zéro, plutôt qu'en choisissant de faire évoluer une organisation existante à l'aide de ces mêmes technologies-là. Donc, c'est peut-être plus facile, stratégiquement parlant, de financer une start-up qui va le faire à l'extérieur de l'organisation, un peu comme le cas, je me souviens toujours du cas Motorola, le fameux Razer qui a été fait à l'extérieur des bureaux physiques, à l'intérieur de l'entreprise, mais physiquement extériorisé, externalisé physiquement les employés pour leur permettre d'innover, de faire cette innovation-là, d'amener cette innovation-là au marché avec le succès qu'on connaît. Et puis finalement, pour revenir un peu à cette question-là de frontières ou d'externalisation ou de start-up, David Otissier dirait qu'il s'agit de mieux gérer les spin-offs et les start-up et nos investissements organisationnels dans celles-ci. Henry Mintzberg, lui, dirait que ce sont les frontières de l'organisation qui peuvent fluctuer, lui qui parlait de stratégie interne et de stratégie externe. Trop subtil, ces questions-là, même si ça ne nous donne pas une réponse sur comment faire. Donc, autrement dit, sur la mise en œuvre. Il y a deux stratégies. La stratégie sur comment on gère à l'interne, sur nos compétences clés, nos activités clés, donc tout ce qui est, entre guillemets, un peu à gauche ou même à droite du modèle d'affaires, mais aussi de gérer comment est-ce qu'on interface, on interagit avec ce qui est à l'extérieur des frontières de l'organisation. Je te repasse la parole après en avoir parlé longtemps. Je conclurai la discussion qu'on a sur l'impact du numérique à travers quelques points. D'abord, c'est un monde d'opportunités. Je pense qu'il faut le voir en tant que tel. C'est bon, dans certains cas, les gens peuvent voir ça comme certaines menaces, mais on peut essayer de rester proactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rester curieux, il faut rester ouvert aux différentes possibilités que ça amène. Ceci dit, la discussion qu'on a ensemble m'amène à penser à l'épisode qu'on a eu avec Frédéric Brousseau quand il nous a parlé de Business Process Automation. Comment justement l'intelligence artificielle, comment les différents outils pouvaient être utilisés pour revoir l'efficacité de nos processus, d'identifier des zones à valeur non ajoutée, comment on pouvait les éliminer, les transformer pour créer des processus plus efficients et évidemment créateurs de valeur. Tout un ensemble de discussions qu'on a eues avec Frédéric là-dessus qui étaient fort intéressantes. Ça m'amène aussi à parler de la notion d'IA, comme tu le mentionnais. On sait que l'IA est présentement sous-utilisée par les entreprises dans leurs opérations. Mais on le sait, toi et moi, et je pense que c'est une vérité qui est claire pour tout le monde, ça va rapidement évoluer, ça va se transformer, les gens vont gagner en compétences. Et c'est le message, je pense, qui est à retenir quand je parle d'opportunité. C'est un monde de compétences à maîtriser et à toujours poursuivre son développement. Donc, il faut rester curieux par rapport aux récents développements et comment ça s'intègre, dans la vie de tous les jours, mais comment ça peut s'intégrer dans nos pratiques d'affaires aussi. Une chose est sûre, la vitesse, présentement, elle est rapide, mais elle va encore s'accélérer. Et dans ce continuum, dans cet environnement qui s'accélère, c'est une chose qui doit être claire pour ceux qui nous écoutent. C'est, comme je le disais tantôt, il faut rester curieux, il faut être maître d'œuvre du développement de ses compétences. Et là, je fais référence à un épisode qu'on avait eu avec Danny Trudel. Nous sommes responsables de nos compétences. Et si une chose est claire, ça va aller en s'accélérant et on doit être responsable d'être à la fine pointe de ce qui s'en vient et de pouvoir justement guider les transformations. Et d'où le côté proactif. Donc pour moi, c'est ce que je retiens quand on parle d'impact du numérique. Il y a un impact évidemment organisationnel, il y a évidemment un impact au point de vue stratégique, mais il y a un impact personnel immense. Et c'est une belle opportunité à saisir pour chacun d'entre nous. En guise de conclusion, je veux revenir sur quelques points. Le premier point, on m'a dit à un moment donné que le meilleur plan de communication qui puisse exister, c'est celui qui est effectivement mis en œuvre. Donc, je vais revenir là-dessus. Essentiellement, la meilleure stratégie, c'est celle qu'on met en œuvre. Et donc, comment est-ce qu'on met en œuvre une stratégie? Bien, oui, on va
Je vais reprendre Denis Schneider. Soit on lance des projets, soit on change des choses, ou on amène, ou on convainc des gens qu'il faut changer, ou on va transformer certaines choses. Donc, encore une fois, poule, œuf, changement, projet, changement. La stratégie amène des transformations, des changements, des projets. Prenez-le par où vous voulez, d'une façon ou d'une autre, tous ces éléments-là sont interreliés. C'est important de les absorber. Ensuite, bien, qui dit projet dit planification ou dit itération et incrémentale. Qui dit changement dit, encore une fois, formation, accompagnement, communication, sont des compétences clés qui vont vous permettre d'améliorer la capacité de mise en œuvre des stratégies que vous étudiez, que vous analysez, que vous choisissez et que vous implantez. Donc, c'est vraiment, en quelque part, c'est là où ça se fait, qu'on le veuille ou non, on va prendre quelque chose qui tourne et on va le modifier. Une question de profondeur, une question de largeur, une question de rapidité, l'impact sur les personnes, comme dit Mintzberg. N'oubliez pas que, en quelque part, une organisation, ça reste un regroupement de personnes qui travaillent ensemble dans le but de... Là, je mets 3 petits points, c'est à vous de le trouver. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Nous vous invitons à vous abonner à notre lettre hebdomadaire au www.inteliaconsulting.com où nous abordons tous les mardis des réflexions et des perspectives pour vous permettre de développer votre capacité d'action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine. À très bientôt, Jean-François. Très bientôt à tous. Au revoir.